Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Institut de santé et sagesse intégrale. L'objectif des podcasts est de vous faire découvrir ou redécouvrir des articles de fond écrits il y a quelques années ou quelques mois et qui peuvent encore résonner dans l'actualité. Je suis Éric Le Gall, conseiller en naturopathie holistique, coach et enseignant bouddhiste et de méditation. Saison 2, épisode 1. Phénoménologie de la résistance. Publié le 24 février 2022 à partir de la transcription d'un enseignement donné par l'auteur en novembre 2021. La crise actuelle génère beaucoup d'interrogations sur le comportement des individus. On lit beaucoup de choses sur la psychologie sociale, autrefois appelée psychologie des foules, sur les biais cognitifs ou sur la maltraitance institutionnelle. L'idée de cet article est d'aller un peu plus profondément et de réfléchir à une phénoménologie de l'esprit qui va à la racine de ce qu'est l'esprit humain dans sa nature pour tenter d'expliquer ce qui conditionne les comportements des uns et des autres, afin d'offrir des perspectives de réflexion concernant la maturation de chacun en temps de crise et de déferlement totalitaire. Résister, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne osera monter au créneau dans une situation révoltante ou restera mutique et passera son chemin ? Qu'est-ce qui fera qu'une personne aura un comportement éthique et une autre acceptera que soient bafouées ses valeurs les plus intimes ? L'éthique est-elle issue de la raison ou de la sagesse ? Le courage est-il inné ou acquis ? La philosophie a, depuis des siècles, tenté de répondre à cette question. Selon la manière dont on répondra à cette question, notre jugement sera plus ou moins sévère. J'aimerais ici, dans mes réflexions, dépasser les stades philosophiques, moraux et intellectuels pour essayer de comprendre les profondeurs de ces comportements. Commençons d'abord par nous interroger ici sur ce que résister veut dire. Il y a autant de résistance qu'il y a de situations. Cela peut débuter par le simple fait de désobéir ou même de ne pas en penser moins face à une injonction. En URSS, la résistance était très passive, sans grand sabotage ni acte de lutte armée, et pourtant de nombreux soviétiques faisaient la grève du zèle, n'avaient aucune initiative et finalement un système productif dont toutes les composantes offrent une résistance, même minimale, finit par s'écrouler. La résistance peut aller beaucoup plus loin, avec des actions de non-coopération organisées, comme celle prônée par Gandhi et par Mandela à partir de son incarcération. Un système répressif ne tient pas dans la durée face à cela. La résistance peut consister en des actions d'information visant à saper une propagande, comme ce fut le cas dans la résistance française, et ainsi fissurer la muraille du mensonge officiel. Enfin, au degré le plus haut, cela peut devenir une lutte armée comme dans la plupart des mouvements de libération nationale. Mon propos pour cet article s'orientera vers la nature de la résistance et ne s'intéressera que marginalement aux différences de degré. Ne bouillez pas sur place en m'écoutant en vous disant que je comparerai l'incomparable entre la résistance au covidisme institutionnel et la résistance au totalitarisme du XXe siècle. Mais admettez tout de même que s'il y a une différence de degré, il n'y a pas forcément de différence de nature. Et sinon, arrêtez ici votre écoute, cela va vous énerver inutilement et je préfère préserver votre santé. Ceci étant posé, qu'est-ce que la phénoménologie ? Et qu'entends-je par ce terme ? La phénoménologie, selon un dictionnaire philosophique, est l'étude des phénomènes, dont la structure se fonde sur l'analyse de l'expérience vécue par un sujet. L'idée de cette démarche est d'appréhender la réalité telle qu'elle se donne à nous à travers les phénomènes. En particulier, je m'appuierai sur deux courants de pensée interconnectés que sont les écrits du neurobiologiste et philosophe chilien Francesco Varela et l'Abhidharma qui est la phénoménologie bouddhique. Dans un de ses enseignements, Francesco Varela nous expose un événement qui lui est advenu et qui a bouleversé sa vision de l'éthique et de l'action. Un jour, en allant à son travail, il est passé devant un grave accident de la route et a constaté que certaines personnes étaient enclines à aller secourir les victimes et d'autres, dont lui-même, étaient comme incapables d'action. Arrivant à son bureau, il commença une réflexion à partir de cet épisode qui l'avait profondément marqué. Les personnes incapables d'agir sont-elles intrinsèquement mauvaises et lâches ?
Et lui-même peut-il se caractériser ainsi? Peut-être que dans d'autres circonstances, les courageux auraient été lâches et les lâches auraient été courageux. Il parle ainsi de ce qu'il appelle un faire-face immédiat, c'est-à-dire dans une situation donnée, notre capacité sans réfléchir à agir directement sur l'événement en cours. Selon le type d'événement, nous avons cette capacité au faire-face immédiat ou nous ne l'avons pas. Ce qui se passe alors est de l'ordre d'une confiance inframentale ou méta-intellectuelle peut-être, qui fait que nous nous sentons en capacité d'agir ou qu'au contraire, nous nous sentons un peu désemparés et incapables de quoi que ce soit. Cette intuition de Varela est très intéressante. Le courage, finalement, ne serait pas absolu et surtout n'aurait au stade ultime de l'action que peu à voir avec des considérations morales, intellectuelles ou philosophiques. Un sapeur-pompier capable d'actes de bravoure extrême n'est pas un sage ni un saint quand il rentre chez lui. Et peu de professeurs de philosophie ont été gratifiés de la médaille du courage. Et si, dans les actes de résistance, nous étions confrontés à ce même problème du faire-face immédiat? Il est fort possible que les personnes qui se conforment ne soient ni des lâches ni des imbéciles, mais peut-être simplement des personnes n'ayant pas accès à leur capacité immédiate à faire face, ou pour le dire autrement, à la confiance que dans telle ou telle circonstance, ils ont la capacité d'agir plutôt que de se conformer. Là vient à nouveau la différence de degré. Je peux être capable de m'exprimer fortement contre un discours dominant, de manifester, de faire de la résistance passive, mais si la lutte changeait de degré en violence et en coercition, aurais-je toujours accès à mon faire-face immédiat? L'honnêteté oblige à dire que nul n'en sait rien. Ce sont les événements qui révèlent les caractères et les capacités. Alors d'où vient ce faire-face immédiat? Comme on l'a dit, il n'est pas d'ordre mental, ni d'ordre intellectuel, moral ou philosophique. Dans l'immédiateté de l'événement, il n'y a pas de temps pour le raisonnement. Selon Varela, cette confiance dans nos capacités d'agir vient de deux choses: une propension altruiste fondamentale et une accumulation d'expérience. La propension altruiste fondamentale est basée sur le fait que l'homme est un animal social et que son intelligence est grandement guidée par ses neurones miroirs, qui le font avoir une empathie naturelle envers les autres êtres vivants et leurs souffrances. C'est inné et inscrit dans notre biologie profonde. Cependant, cette propension n'est que latente et elle peut, pour de nombreuses raisons, être inaccessible en certaines circonstances ou de manière assez générale selon les pathologies qui nous traversent ou l'expérience que nous avons acquise. Les émotions perturbatrices telles que la colère, la haine, l'envie, la jalousie, etc. viennent la plupart du temps voiler cette propension fondamentale. C'est le fondement de ce qui nous fait agir indépendamment de nos opinions ou appartenances culturelles, religieuses ou philosophiques. Mais ce fondement n'est pas suffisant, car chaque individu peut être totalement coupé de cette propension fondamentale, ce qui le fera agir de manière neutre, voire malsaine. L'autre facteur est l'accumulation d'expériences du même ordre, sans forcément être de même nature, dont le résultat a été que nous avons progressivement pris confiance dans notre savoir-faire immédiat, car les conséquences ont été positives et saines pour nous. Cela s'est en quelque sorte imprimé en nous et a forgé une image positive de soi dans ces circonstances qui nous pousse ainsi à ne pas nous retenir d'agir. Si vous avez déjà sauvé quelqu'un de la noyade, la probabilité que vous réitériez cet acte est plus élevée que si vous n'avez jamais été confronté à cette situation. La peur persiste bien souvent, mais la confiance permet de la surmonter. Ce qui sous-tend cette vision de l'action en temps troublé est une théorie bouddhiste appelée la coproduction conditionnée qui explique comment l'expérience passée conditionne les phénomènes présents. Pour la tradition du Bouddha, rien de ce que nous vivons n'est indépendant de nous-mêmes. Ainsi, la conscience n'est pas un attribut d'un soi qui fait l'expérience de phénomènes extérieurs, mais c'est l'expérience totale d'un phénomène dans l'interdépendance sujet-relation-objet. Notre expérience du monde n'est pas le monde, elle n'est qu'une représentation, et cette représentation est dépendante du sujet qui fait l'expérience. Ainsi, ma perception du monde est colorée par des informations latentes, des imprégnations mentales et psychiques que je porte en moi. Par exemple, si j'ai peur d'un chien, ce n'est pas la faute du chien qui n'est qu'un stimulus. C'est parce que je porte en moi le souvenir de mauvaises expériences, d'une peur latente qui n'attendait qu'un stimulus pour s'exprimer.
Cela signifie qu'une expérience que je fais est à la base conditionnée par ce que je porte en moi comme information latente, comme imprégnation et comme propension. C'est une vision dynamique de la conscience car il suffit que ces informations, imprégnations et propensions changent pour que mon expérience des phénomènes présents et à venir change aussi. Mon monde ainsi coproduit restera une représentation de la réalité, mais qui changera de texture et d'interprétation. Ainsi, mes émotions et la relation que j'aurai avec ces émotions changeront, générant des imprégnations nouvelles qui seront à leur tour des informations et des propensions nouvelles. Par conséquent, notre propension latente à l'altruisme et notre capacité d'accès au faire-face immédiat ne sont pas données une bonne fois pour toutes, mais évoluent avec le temps et avec l'expérience. C'est très important de le comprendre, car il n'y a pas de fatalité. C'est une erreur de croire que le karma serait une fatalité, alors que ce n'est que le mécanisme qui sous-tend la dynamique de notre conscience. Une fois qu'on l'a compris, on peut l'utiliser pour s'entraîner spirituellement à nous libérer de nos conditionnements. Il ne s'agit pas tant de s'améliorer ou d'acquérir un meilleur soi, plus courageux ou plus capable, dans une forme de développement personnel un peu vain, mais simplement de sortir de l'ignorance fondamentale qui nous enferme dans des schémas répétitifs. On peut donc apprendre à devenir sage, on peut apprendre le courage, la capacité d'agir, la capacité de résistance, etc. C'est une forme d'entraînement et d'apprentissage d'une spiritualité incarnée et qui ne dissocie pas la sagesse et l'action. Devenir résistant signifie donc s'entraîner, et la méthode de cet entraînement repose sur la compréhension phénoménologique de notre esprit. Dans l'enseignement du Bouddha, on appelle cela la pratique des vertus transcendantes. Le principe est de s'entraîner là où nous sommes à ces vertus qui peuvent sembler inaccessibles tant qu'on n'a pas atteint la bouddhéité. Mais le principe est simple et il est bien connu dans les jeux d'enfants où l'on dit on va faire comme si. Agissons dès à présent autant que nous le pouvons, comme si nous étions déjà éveillés. À notre niveau et sans prétention, à force de faire comme si, nous allons petit à petit semer de nouvelles graines, forger notre capacité au faire-face immédiat, prendre confiance en nous, nous reconnecter à notre propension altruiste fondamentale et finalement, comme l'érosion vient lisser progressivement la plus massive des montagnes, polir notre cœur, abaisser nos peurs et nous donner l'entrain d'affronter l'adversité avec plus de courage et d'ouverture. Ces pratiques doivent être associées à la pratique de la méditation de pleine présence, qui nous ouvre progressivement à la vision du fonctionnement de notre esprit et à sa nature profonde. Il n'y a pas d'entraînement spirituel sans apprendre à se connaître soi-même et sans la découverte de la nature de notre propre esprit. Plus nous comprendrons notre esprit, nos émotions, et plus nous serons présents à nous-mêmes, et moins nous serons vulnérables aux injonctions extérieures, surtout en période de déferlement totalitaire par un pouvoir qui n'hésite pas à utiliser toutes les méthodes d'ingénierie sociale à sa disposition, pudiquement requalifiées de nudge. Cette crise est une opportunité incroyable, non pas à faire un Great Reset ou un grand reset comme le veut Klaus Schwab, mais à nous entraîner spirituellement, progressivement là où nous sommes. La résistance est la meilleure des circonstances. Le covidisme est le meilleur des maîtres car il nous oblige à nous positionner, à nous remettre en question, à nous tenir debout, à apprendre à nous connaître. Il est difficile de rester non violent face aux violences policières, à la disproportion évidente des forces, mais c'est notre voie de libération, à la fois au niveau extérieur et politique, mais surtout au niveau intérieur et spirituel. La résistance actuelle pourrait probablement être l'avant-goût d'une véritable révolution. Et pour paraphraser André Malraux, cette révolution sera spirituelle ou ne sera pas. Chers amis, si nos contenus vous intéressent et vous inspirent, je vous invite à découvrir nos activités sur le site santé-sagesse.fr. Vous découvrirez nos stages, nos séminaires et conférences. Inscrivez-vous également à notre infolettre mensuelle Santé et Sagesse. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines publications. Enfin, si vous voulez que nous développions davantage de contenus de ce type, vous pouvez nous soutenir financièrement grâce à notre page Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Merci de votre intérêt et à bientôt.